Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri et comme d'habitude, on a une émission, c'est le genre d'émission d'avant-match qu'on fait ici sur les plateformes des Alouettes de Montréal. What's up everybody? Joey Alfieri here for the Montreal Alouettes and podcast. As always, we're here every week breaking down the game that was, previewing the game to come, and everything in between. Today, our guest is actually quite a game in the opener against the Toronto Argonauts. We have Isaac Adeyemi Berglund, who will be nice enough to join us a little bit later on in the show. We'll talk to Isaac, who's already in Ottawa, getting ready to take on the Ottawa Red Blacks. That's Friday night. You can watch the game on TSN. RDS can listen on 98.5 FM in French and TSN 690 in English. So that the English portion of this podcast is always a bilingual podcast. If you're new to the show, we always start in French and then we finish off with an interview in English. So if you're waiting for the English portion, I guess you can fast forward. I would appreciate if you listen to the whole thing, but if you want to skip forward to Isaac, you can definitely do that. OK, donc on va passer Isaac Adeyemi Berglund en entrevue dans une couple de minutes, mais avant de passer à cette entrevue-là, Isaac qui est déjà à Ottawa pour le match de demain contre le Rouge et Noir. On enregistre jeudi après-midi. La charte des positions est déjà sortie. Donc, il y a une couple de changements à la formation, mais on va être en mesure de tout vous analyser ça. J'aimerais juste commencer un peu parler de la semaine passée et ce qu'on a vu un peu en attaque, beaucoup en défensive et pas mal sur des unités spéciales. Tu sais, on va commencer évidemment en défensive. Écoute, c'est toute une performance, encore une fois, de l'unité de Northrop. Tu sais, ils n'ont pas accordé un premier essai à Toronto. Je pense que le premier essai qu'ils ont accordé, c'était en fin de premier quart. C'était la troisième séquence à l'attaque des Argonauts de Toronto. Tu sais, c'était fou. Et le premier touché inscrit par les Argonauts est venu tôt en quatrième quart. Tu sais, les Alouettes avaient quand même une belle avance. Je sais que les joueurs, tu sais, après la game, sur l'émission d'après-match en direct, sur toutes nos plateformes, tu sais, j'ai parlé aux joueurs, mais tu sais, mon point, c'était je sais qu'ils veulent jamais accorder de points, mais l'attaque de Toronto a marqué 7 points, la défensive des Alouettes a marqué 7 points. Tu sais, quand c'est kiff-kiff entre ta défensive et leur attaque, c'est sûr que tu donnes des bonnes chances de gagner. Et on va parler à Adeyemi Berglund de son toucher, parce que moi, pour vrai, en temps réel, je vais être honnête avec vous autres, moi, je pensais pas que c'était un échappé. Quand je l'ai vu, j'étais en stade, j'étais dans la galerie de presse, et je me suis dit, OK, mais non, mais ça, son bras commençait déjà à avancer. Le corps arrière des Argos, Nick Arbuckle, est sorti après. Mais en réalité, en regardant le jeu, c'est le, le joueur de ligne à l'attaque des Argos qui a comme juste frôlé le ballon assez pour qu'il tombe des mains de Arbuckle. Et écoute, c'est tellement un jeu intelligent. Tu sais, en anglais, on dit un heads-up play, mais c'est un jeu intelligent de Isaac Adeyemi Berglund parce que, tu sais, tout le monde sur le terrain, si tu regardes les autres joueurs, là, les Argos et les Alouettes, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté de jouer. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Une chance que les arbitres ont laissé le jeu se dérouler, même si j'imagine en temps réel, ils ont vu la même affaire que moi. Mais quand un toucher est inscrit, n'importe comment, il y a une révision de jeu automatique. Le centre de commande va regarder le jeu à chaque fois que quelqu'un marque un toucher. Donc, au pire aller, tu laisses le jeu rouler si tu es un arbitre. Et par après, tu as quand même le luxe d'avoir le centre de commande là qui peut regarder toutes les reprises. Donc, j'imagine que c'est ça qu'ils ont fait. Et ils ont vu que sur la reprise, c'est vraiment le joueur des Argos qui est venu enlever le ballon des mains de Nick Arbuckle. Et je ne sais pas si, j'imagine la majorité des personnes qui écoutent, vous avez pas l'opportunité de venir aux pratiques. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui viennent assez régulièrement, mais la majorité de nos auditeurs n'ont pas l'opportunité de venir. Mais lors des pratiques, c'est vrai pour le camp d'entraînement comme pendant la saison régulière. Quand c'est attaque contre défense lors d'une pratique, puis que le corps arrière, mettons Davis Alexander, lance une passe qui tombe incomplète,
la défensive ramasse toujours le ballon comme c'est un échappé. Et c'est pour ces raisons-là que les entraîneurs des Alouettes leur disent de faire ça de cette façon-là. À chaque fois qu'il y a un ballon qui tombe à terre lors d'un exercice attaque contre défense, même si c'est une passe incomplète, la défensive, les instructions que les joueurs défensifs ont, c'est qu'il faut qu'ils ramassent le ballon le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, des fois, le jeu arrive tellement vite, tu ne sais pas si c'est un échappé ou pas. Tu sais, des fois, c'est difficile à dire. Et des fois, tu sais, comme joueur de ligne défensive, par exemple, tu sais, tu as un ligne de joueur de ligne à l'attaque en avant de toi, tu es en train de te batailler, puis là, tout d'un coup, tu vois le ballon tomber à terre. Tu vois pas comment il est tombé, mais tu vois le ballon à terre. Donc, tu sais, c'est important d'avoir le réflexe, d'aller chercher le ballon tout de suite. Parce que, encore une fois, si Berglund prend trop de temps, mettons que ça prend, il arrête de jouer, tout le monde arrête de jouer, le ballon est à terre, l'arbitre ne siffle pas, mais que tu prends du temps euh, pour ramasser le ballon et là que tu vas marquer un toucher, les arbitres vont dire non, 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 ça a pris trop de temps avant que l'équipe adverse est allée chercher le ballon. Donc, absolument pas, ça peut pas être un toucher. Donc, il faut vraiment faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un jeu intelligent de Berglund et tu vois, tu sais, que les pratiques sont importantes, tu sais, tout le monde le sait, mais tu sais, des fois, il y a du monde qui regarde et dit ah, OK, c'est une passe incomplète lors d'une pratique, puis la défensive agit comme si c'était un échappé. Mais ça, c'est pour développer des instincts. Donc, on va en parler avec Isaac Adeyemi Berglund. J'ai hâte de voir comment il a vu le jeu se dérouler, s'il pensait, lui, que c'est une passe incomplète, comme moi, je le pensais. Mais en fait, les arbitres ont pris la bonne décision sur le terrain. Et le centre de commande ont regardé la reprise et ils ont décidé que c'était un touché. Parce que, si vous en souvenez, je sais que les Alouettes ont gagné 28-10, puis le match n'était pas vraiment serré. Les Alouettes ont vraiment dominé du début à la fin. Mais à ce moment-là de la rencontre, si je ne me trompe pas, c'est 8-3 pour les Alouettes. Tu sais, c'est un match de 5 points. Là, tu t'en viens marquer 7 points et c'est 15-3 juste avant la mi-temps. Je pense que le toucher de Berglund est venu en fin de deuxième quart. Il restait moins d'une minute au deuxième quart, là. Donc, tu sais, c'est quand même un gros jeu. Mais comme on a mentionné, tu sais, côté défensif, c'était exceptionnel. C'est sûr que le front défensif a vraiment bien performé. Tu sais, si tu regardes euh, le toucher encore une fois de Berglund, c'est Berglund qui a tout le crédit, mais allez voir la reprise. Tu sais, c'est Sean Oakman qui vient face à face avec Arbuckle, puis là, tout d'un coup, tu vois que Arbuckle est conscient du fait qu'il y a un bonhomme qui mesure 6 pieds 8, 300 livres qui est devant lui, puis il sait que ça va cogner fort, puis il a mangé tout un coup, mais tu sais, des fois, si tu regardes la manière qu'il a lancé le ballon, tu sais, c'était un peu étrange la manière qu'il l'a lancé. C'est pas étrange, mais c'était pas normal. Et ça, c'est parce que Hawkman est arrivé en face de lui et c'est lui qui a vraiment causé l'échappée, même si le contact avec le corps arrière adverse est venu après l'échappée. Donc, tu sais, c'est vraiment Hawkman, sans même toucher, juste être présent, a causé un échappé. Et Arbuckle a mangé un solide coup quand même de Hawkman. Mais je trouve que la ligne défensive a vraiment bien joué. Uguak a eu un sac. Même le secondaire d'Arnold Sankey a réussi un sac du corps. Les Alouettes ont eu 3 sacs lors du match et Berglund en avait un aussi. C'était toute une performance d'Isaac Adeyemi Berglund. Et Tyrese Beverett, solide. Sankey, on l'a mentionné, solide. La tertiaire a été solide. Je pense qu'on a vraiment accordé un long jeu, mais 2 longs jeux peut-être à l'attaque aérienne des Argos. Mais tu sais, il y en a un, c'est un gros catch de Monte Coxie qui attrape un ballon près des lignes de côté qui est juste, tu sais, c'est un catch absolument fou, là. Des fois, il faut juste saluer l'équipe adverse pour les attraper parce que il n'y a rien que Lorenzo Burns aurait pu faire dans cet affrontement-là. Ou dans pas cet affrontement-là, mais cette séquence-là, parce que Burns a quand même réussi une grosse interception en avant de Coxie. Donc, la bataille était pas mal égale de ce côté-là. Mais tu sais, l'autre long jeu, peut-être c'était juste avant de toucher Toronto, la longue passe qui a été captée par-dessus Kebianento, je pense, si je ne me trompe pas, c'était devant Devaris Daniels.
Donc, tu sais, il y a vraiment les gros jeux dans la Ligue canadienne de football, ça arrive quand même assez souvent, mais les Alouettes ont vraiment limité les dégâts. Ils n'ont pas accordé de jeu explosif. Euh, tu sais, côté attaque, on peut en parler. Je pense que l'attaque en tant que telle a bien performé. Juste en parlant, j'ai eu une conversation avec Davis Alexander après la rencontre, en direct encore une fois, sur l'après-match. By the way, l'après-match sur le terrain, on le fait sur la route. À domicile, on fait après tous les matchs. Donc, après la rencontre contre le Rouge et Noir, donnez-moi 5 à 10 minutes pour installer mon trépied. Et on va partir l'après-match. Donc, soyez là en direct aussitôt que la rencontre est terminée. Si vous êtes à Ottawa, si vous n'êtes pas à Ottawa, si vous écoutez à la télévision, à la radio, aussitôt que la game est terminée, vous pouvez écouter en direct sur notre plateforme Facebook, X, YouTube, Instagram, on est partout. Et je passe les joueurs et le coach en entrevue. Mais Davis Alexander m'avait mentionné que oui, l'attaque assez bien performé, mais que lui et Tyson Philpott auraient pu vraiment frapper une coupe de circuit, de coups de circuit. Ils en ont réussi un, le toucher de 26 verges. Mais je pense que tu sais, c'est juste une question de timing. Philpott n'avait pas joué depuis le 10 août. Davis Alexander, c'est vraiment son premier match depuis l'an passé. Depuis, encore une fois, il a joué la dernière rencontre de l'année au mois d'octobre il a joué, je pense, le quatrième quart contre Winnipeg. Donc, ça faisait quand même un bon bout de temps que les deux n'avaient pas joué ensemble. Mais je trouve que l'attaque a bien performé. Le jeu aérien va s'améliorer, je suis convaincu, mais l'attaque au sol, écoute, avec Sean Thomas Hurlington et Travis Tice, c'était fort. Tu sais, 17 courses pour Hurlington, pour 86 verges, c'est très solide. Tu sais, à la fin de la rencontre, on a couru le ballon en force. Tu sais, tout le monde au stade Percival et tout le monde qui écoutait la game à TV savait que les Alouettes, avec l'avance, allaient courir avec le ballon incluant les Argos, le savaient. Et les Alouettes ont quand même bien couru le ballon et on n'a pas redonné une autre opportunité aux Argos de venir marquer un toucher. Ça, c'est très encourageant. Il faut saluer le travail de la ligne à l'attaque aussi, quand vient le travail au jeu au sol. Mais tu sais, Hurlington a vraiment bien joué. Travis Tice, comme on a mentionné, a vraiment bien joué aussi. Donc, le jeu au sol, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une attaque au sol. Tu sais, je pense que l'attaque au sol, euh, elle est solide. Elle a été, tu sais, on ne court pas nécessairement beaucoup dans l'attaque de Jason Moss et dans la Ligue canadienne en général. Mais quand on courait, on était efficace. Mais là, on a vraiment vu l'emphase a été mis sur le jeu au sol. Donc, on va voir si ça peut continuer. C'est sûr que le Rouge et Noir ont vraiment un bon front défensif avec Bryce Carter, Lorenzo Malden, Michael Wakefield, Jovan Santos Knox comme secondaire, Darius Pickett, l'ancien des Alouettes. Mais on va essayer de courir avec le ballon. Ça, c'est clair. Clair, net et précis que Jason Moss met l'emphase là-dessus. Avec un jeune corps aussi, c'est important d'utiliser le jeu au sol, pas juste pour les verges que ça amène, mais pour ouvrir le jeu de passe. C'est sûr qu'il y a une couple de fois la semaine passée, excuse-moi, où on a bien couru avec le ballon. Même, je pense, les trois premiers jeux en attaque, c'était des courses de Sean Thomas Hurlington. Et là, on fait des feintes de course pour remettre des ballons. Davis Alexander réussit des passes à des receveurs et ça lui donne un peu plus de temps parce que la défensive adverse s'attend à ce qu'on donne le ballon aux porteurs de ballon, aux demi-offensifs. Donc, ça en attaque, c'était positif. Évidemment, je trouve que Davis Alexander a vraiment bien euh, couru avec le ballon. 4 courses, 50 verges. Donc, ça, c'est très utile pour l'attaque adverse. Donc, on a parlé de la défensive qui a été incroyable. L'attaque a été solide. Sur les unités spéciales, il y a deux performances que j'aimerais souligner. Évidemment, Alex Gagné qui a établi un nouveau record pour le plus de plaqués sur les unités spéciales dans un match de la concession. Donc, ça n'a jamais été fait qu'un joueur des Alouettes a réussi 7 plaqués sur les unités spéciales dans un match. Ça vient égaler un record de la Ligue. Il y a 7 autres joueurs qui ont réussi 7 plaqués sur les unités spéciales. Il faut saluer le travail d'Alex Gagné parce que vraiment, il a été fort, il a été vraiment, vraiment bon. Euh,
lors de ce match-là. Tout un joueur, il n'a pas été repêché. Neuvième saison dans la Ligue canadienne de football. Il a commencé sa carrière à Regina. Il s'en vient signer il signe avec les Alouettes après la pandémie. Et là, c'est vraiment plus de 100 matchs. Les plaqués sur les unités spéciales, c'est le capitaine sur les unités spéciales. Et il y a quelque chose que j'avais mentionné dans mon article d'après-match sur le site des Alouettes. Puis Jason Moss l'a mentionné cette semaine lors d'une dispo média. Mais tous les vétérans, lors du deuxième match préparatoire, là, les vétérans n'ont pas joué, n'ont même pas voyagé avec l'équipe. Alex Gagné, parce qu'il est le backup à Louis-Philippe Bourassa pour comme spécialiste de longue remise, euh, il a fait le voyage. C'est pas plein. Il a joué le match au complet. C'est lui qui a fait les longues remises tout au long de la soirée. Donc, tu sais, c'est l'attitude d'un leader, d'un champion. Et c'est vraiment l'âme. Tu sais, c'est vraiment tu sais, il donne le ton au groupe. C'est lui qui mentionne, c'est lui qui parle avant la rencontre, il parle aux joueurs. Tu as peut-être vu passer nos clips dans le vestiaire avant la rencontre. On prend le temps de publier les discours d'avant-match et souvent, c'est Alex Gagné qui va parler aux joueurs. Et aussi, si vous en rappelez, lors de la finale de l'Est en 2023 à Toronto, le speech de Gagné, c'était incroyable. Ça, on l'avait publié aussi, puis ça a fait du chemin parce que tu vois que c'est un leader naturel, Alex Gagné. Il y a le respect de tout le monde. Et avec des performances comme ça, comme vendredi passé, écoute, c'est facile à voir pourquoi les gars le respectent autant. L'autre performance que je veux souligner, c'est peut-être un peu plus subtil sur les unités spéciales, mais je voulais mentionner la performance de Josie Mum, le botteur de dégagement. Écoute, deux bottées de dégagement ont tombé à la ligne d'une verge. Il a eu parfait contrôle de ses bottées de dégagement toute la soirée. Et évidemment, dans la Ligue canadienne de football, le positionnement du terrain est important. Et je trouve que ce que Zima a fait sur ses bottées de dégagement lors d'un premier match, quand même impressionnant de voir qu'il y avait le contrôle. On dirait que c'était de la magie, là. Le ballon qui tombe à la ligne d'une verge. Et là, le retourneur de Toronto, il laisse le ballon tomber à terre parce qu'il pense que ça va rebondir dans la zone début puis que l'équipe adverse pourrait avoir du bon positionnement sur le terrain. Mais là, elle tombe puis elle arrête à la ligne d'une verge. C'est impressionnant de faire ça une fois lors d'un match. Mais là, Josie le fait deux fois. Et ça m'a vraiment, vraiment. Je n'ai pas vu personne vraiment parler de ça. Mais pour moi, c'était vraiment une grosse performance du poteur de dégagement, Josie. OK. We're going to go in English now, and we're going to head over to Ottawa, where we have the pleasure of speaking to defensive end Isaac Adeyemi Berglund, who had four tackles last week, had a quarterback sack, a fumble recovery, and of course the touchdown. Isaac is nice enough to join us right now. Isaac, what's going on, man? Another day, man. Feeling great. Another day, another dollar. Okay, just before we get into this week, just walk me back to last week. Do you get like feelings before the game that you're on? Because I tweeted this. I tweeted like even before the touchdown. I tweeted early on. It was like I'm like, man, 91 just plays like his hair is on fire on every single snap. Like it's ridiculous to watch that motor run. Like, can you tell when you have a little more juice? Like, or is it just always the same feeling? I did have a feeling. The thing is, my family was there the day before as well, and usually every time my family's around, we talked about this. Something is different in the air. I did feel good before that game. I did feel good, and I don't know if it was because my body felt a little bit more loose or what, but it was like that first tackle. Oh man, I like on the screenplay. I was like, okay, this could be good. And who knows, right? There's extra motivation added a little bit because it's Toronto and it's first game of the season and it's for real, right? This is the first for real moment. But I try to go out there and use the motor to make up for the plays because not every week you score a touchdown. And it's not every week you get sacks, or it's not every week everything goes your way. But sometimes motor can make up for that, and it can put you in the position to have those plays. And
to make those plays if you can't have them in other ways. How much family did you have? My whole well it was my brother, my mom, and my grandparents, and my girlfriend surprised me. It was my birthday last week, so my grandparents surprised me, and then my girlfriend surprised me, and then flew those guys up for a couple days after training camp. And so it was real low key. We had a couple nice dinners, a couple brunches, and I just got to really just spend time with them, right? And it was good. I did tell them I was like, oh, look out for next week. You know how things go, right? Because uh, they were at the BC game last year. We ended up losing, but they were at that game, and that was a pretty good one as well. So Maybe we start some type of GoFundMe here, bring him out a little more often. yeah, they'll be up here in a couple months. I'm not sure what game, but it's always a good time. Party's always hot when they're here. So yeah. I like it. All right, tell me the truth. Did you know that it was a fumble, the Arbuckle one, when you picked it up, or did you just do it out of habit and out of instinct? I did. It was a little bit of both. Obviously the habit and instinct. I'm doing that all the time, no matter what, and that's just ingrained in my body and my mind from Thorpe. Uh, but I will say, I thought Sean hit him. Like I really thought, and he did hit him, right? Like from my eyes, my view, I seen a big human, and also I'm looking at from left to right. So I thought I saw a big human, like boom, and I'm like, okay, is either way, this is getting reviewed either way. And the only sometimes you have to have immediate possession. It has to be immediately changed. But I also I heard whether this is weird or not. I heard the absence of the whistle. Right, like I was like, oh, they didn't call it. Like as I'm running with it, I was like, oh shoot. And even when I scored, I'm like, all I do is hold back. I'm like, man, I have no idea. Did I score a touchdown? There's no like in my head. I'm like, there's no way. Even still now, I'm like, there's no way. But yeah, yeah, it was awesome. But it was funny because in real time, like watching, and I'm much higher up, I was like, oh, that's a forward pass. But the weird part was, I think it was their own guy that knocked it out of Arbuckle's hands. That was the weird part. I think that's why it was a fumble. Yeah, and if you really look at it frame by frame, like I saw a couple different views of it, like not like screenshots on phone. I know people are like they're looking at like, oh man, from screenshots it might look like a real forward pass, but if you really look at it, I guess like he really, like he really I don't even know the word. He really like kind of gets scared of Sean Yeah. and and cradles up, and then the ball kind of he loses control of it. So. Um, I mean, I know there's controversial calls in the CFL and in sports leagues all the time, but yeah, I'm just happy this one went the way that it did this time. Yeah, and no, but it was also smart by you in the sense that because sometimes, like I think you were on the team. I think it was last year. The immediate recovery, right? Like sometimes you don't like it was in Hamilton last year. I think Yeah, James Tuck fumbled and Wes Sutton didn't pick it up quick enough or whatever they said it was when it was a clear fumble. yep, So that was good on you because like you didn't wait and look around like everybody else kind of stopped. You yeah. went and you scooped it up right away. Oh yeah, and that's the thing. And even last year in Hamilton, he recovered that fast. Yeah. Like it was extremely fast. So like that just lets you know, like you just got to pick it. It's on defense too. Like you just have to be like that. You can't really depend on the refs or whoever or the other players. You just have to pick that up. Mhm. Then whatever happens after the whistle, like that's for whatever happens after. But you have to pick that ball up as quickly as possible. So, Where's the football? What'd you do with it? well, actually, I gave it. It's actually a long story, honestly. It's this is all behind the scenes stuff now. Like I gave it to I think it was Coach GQ on the sideline because everything's happened so fast now, right? Because I'm on PAT, so now I got to run back out on PAT, and Right. like and then you forget about it, right? You're like, oh, you forget about the ball, but I guess they all have trackers in them, and it's like $500, I guess, because for the kicking and stuff to get the tracker to pay for the ball, and then obviously it's Toronto's ball, so they got to go back and forth. Our equipment guys have to go to their equipment guys and get the ball, and so much has happened. So I don't even have it right now, to be honest. I guess they said they're working on it, but even if I don't get it, I have that clip for the rest of my life, and Yeah. that feeling, dude, when they were like touchdown, I was like, no way, and like just that feeling of like the crowd kind of erupting and like me being able to look up, and it was awesome. So I'll have it there forever.
When was the last time you scored? Never, so that's You've good. never scored ever at any time in your career. Never ever, never. Never once. I was close, but no, never scored. Like you didn't play offense growing up, like nothing like that. I did play offense, but here's the kicker. Like I started football in grade 10, right? So like obviously grade 10, I couldn't even really play. I just went out there and I was like, Right. I just sort of was around a little bit more physical than others. And then grade 11, I did the same thing. I would kind of focus more on defense. And then grade 12, I was so good on the team. No one else was, and our team sucked. We were getting beat by like 50, 60 points in high school. Sometimes even 70 points. Um, I would go to play offense a little bit at the end of the game as like a fullback. I'd get like 3 carries, but we would never get even close enough Wow. to the yeah, you know what I mean. We'd never get even close enough. Like we wouldn't even pass half field. So yeah, I just never had that chance. I was close to What? college. I had a fake punt, but I got chopped down at like the 10 yard line. Okay, I thought for sure. Like I knew you hadn't scored in the CFL. I thought you'd scored for sure at some point in here. But that's fun. That's an even more fun fact. Home opener against Toronto. That's wild. I want to look ahead just to this week. I mean, obviously Ottawa, no Drew Brown. I know it doesn't really change what you guys do, but I'm just curious. I think Schultz will take off a little bit more than Drew Brown typically would, and same thing for Dustin Crum if ever he comes into the game. I'm just curious. I know the style doesn't change, the mentality doesn't change, but is there anything that change? You need to be more aware of a quarterback who takes off more. Oh yeah, he runs a lot more. I've watched I watched a lot of film. I know Schultz. He played in Calgary. Like I know who he is. I know he played here as well in Montreal. So I know who he is as a football player. I think he's kind of got a little bit of extra juice right now, just because he's on a team. He's a little bit happier. I spoke with him after the preseason game that we had, and yeah, I know his style's a little bit different than Drew Brown, but at the same time, here I think of it this way: and even Drew Brown, like these are quarterbacks that they want to win the game. Like they don't want to lose, especially him. You think about Drew Brown, like he's starting. Okay, he got paid. He's here. Matt Schultz, he's not. He's not the guy here right now. He's still good. I'm not, and no disrespect, but he's gonna work. He's gonna try to play and have the game of his life because that's what That's what he's riding on. That's he needs this. So I think he's a really dangerous prospect going into this game. But like you said, like he runs a little bit more. I just think he's going to do whatever it takes to win. And sometimes like uh, he might not slide when you think he's going to slide, or he might take a little bit more chance because he really does need this home opener. He's a pro quarterback. He started before on other teams, and yeah, like you said, the intensity of preparation isn't going to change. I just, yeah, probably a little bit more aware of him getting out of the pocket. So, Okay, do you want to hear my before I let you go? You want to hear my stat line for you tomorrow? Because I already have it. I jotted it down already. I'd love to, man. I'd love Okay, you want to hear to this? hear it. So I got five total tackles. Mhm. I have two tackles for loss, I like that. Yeah. and I have an interception on a Sean Oakman deflection that you're gonna snag out of the air. But I'm gonna be reasonable, and you're not gonna score a touchdown on that play. I'm gonna play the odds and say that you're not scoring again. So I have five tackles, two for loss, and one interception. Are you okay with that? Okay with that. That'd be a great day for me. So I'm okay with that. I haven't gotten an interception since high school, so that's good. Yeah, that'd be It's fun. gonna be a year of firsts for you, Isaac. That'd be fun. I hope so. I hope so. I appreciate the stat line prediction. We'll see if that comes true. Then both are on me. I just had it for lunch. Oh man. Oh, good. Okay. Perfect. Hey, Isaac, thanks for doing this, bud. All the best on Friday night, and we'll chat again real soon. Yeah, it's always a pleasure, Joey. Thank you, man. I'll All see you. right. That was Isaac Adeyemi Berglund from Ottawa. Il n'y a pas le ballon. Il n'y a pas le ballon. Et il a mentionné le coach GQ. Il l'appelle, ça, c'est l'entraîneur des secondaires, Greg Quick. By the way, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, ça me choque. Premièrement, je ne savais pas que Isaac avait jamais marqué de toucher dans sa carrière. Et deuxièmement,
Je suis quand même surpris qu'on n'a pas retrouvé le ballon, mais c'est sûr que, comme tu as mentionné, les ballons ont tous comme des chips. Ils ont tu sais, c'est pour les stats avancées. On met comme un genre de marqueur dans le ballon. On est capable de voir, tu sais, la distance que le ballon est lancé, ou la distance qu'un joueur court avec le ballon. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est sûr que ça rend les choses un peu plus compliquées quand les joueurs veulent garder les ballons. Mais écoute, ça va prendre une grosse performance en défensive. C'est sûr que il y a quelques changements, pas en défensive nécessairement, mais des deux bords. Donc, le challenge, on en a parlé un peu avec Isaac. Euh, le challenge, c'est que c'est Matthew Schultz qui va jouer à la place de Drew Brown. Drew Brown s'est blessé la semaine dernière lors de la défaite du Rouge et Noir contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Et là, c'est Matt Schultz, l'ancien des Alouettes, qui va être le corps partant. Et c'est sûr que Matt Schultz, il est capable de courir. Il peut courir. La clé, c'est vraiment de le garder dans la pochette écoute, il est capable de lancer le ballon aussi. Mais je vais vous dire que, tu sais, c'est sûr que si on veut enlever sa force, vraiment sa force, c'est courir avec le ballon. Donc, si on peut le garder dans la pochette, on se donne des bonnes chances de gagner cette rencontre-là. Et côté des Alouettes, c'est sûr qu'il y a deux changements en attaque. Le bloqueur à gauche, le blindside tackle, Nick Callender ne jouera pas ce match-là. Il est blessé, il a une blessure au pied. Et ça va être le numéro 60, ça va être Des Holmes, qui joue un premier match dans la Ligue canadienne de football. Donc, c'est sûr il va être craqué, comme les jeunes sont en train de dire. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Des Holmes, avant de signer aux Alouettes en 2025, je pense qu'il a signé au mois de février. Des Holmes, avant de signer avec les Alouettes, a signé avec le Rouge et Noir en 2023. Il n'a pas joué. Ils l'ont ramené en 2024. Il n'a pas joué. Et il n'a pas été ramené pour la saison 2025. Là, il a connu un excellent, mais excellent camp d'entraînement. Il a été en compétition cette semaine. Ils ont mis lui, Des Holmes, le numéro 60, et Edmontilus, 64, à ce poste-là. C'est sûr que Edmontilus, joueur talentueux, mais au niveau universitaire avec la Caroline du Nord, les Tar Heels, il a joué comme garde. Des Holmes, c'est vraiment un bloqueur. Donc, c'est plus naturel pour lui. Donc, on va avec le bloqueur naturel qui va venir jouer à la place de Nick Callender qui est blessé. Donc, hâte de voir Des Holmes lors de son premier match. Et on a Charleston Rambo qui est sur la liste. euh, il est suspendu en fait pour un match. On lui laisse, il fait un retour à la maison. Il va se marier en fin de semaine. L'équipe était au courant en début d'année que ça allait venir. C'était important à Charleston. Donc, l'équipe lui ont donné la permission de retourner à son domicile pour se marier. Donc, il sera de retour la semaine prochaine. Il ne sera pas en uniforme ce week-end à Ottawa. Et si on regarde la charte des positions, ça a l'air que c'est James Letcher Jr., le retourneur, qui va jouer un peu plus en attaque. Je pense qu'il va y avoir une rotation. Tiens, on va peut-être voir un peu de Régis Sibassou, Sheldon Furvies, Hakeem Harris aussi. Mais il y a des chances qu'on voit le petit James Letcher en attaque un peu plus souvent cette semaine. Donc, on va voir ce que ça donne en attaque. Mais c'est toutes les nouvelles qu'on a pour cette semaine. Le balado est complété. Rouge et Noir, Alouette vont s'affronter vendredi soir sur RDS, TSN à la télévision et vous pouvez écouter le match au 98.5 FM et TSN 690. Si vous êtes en dehors du Canada, vous pouvez écouter le match sur CFL Plus si vous avez un compte sur le site de la Ligue. Merci tout le monde et bon match, bon week-end et on se croise la semaine prochaine avant le match de jeudi à Edmonton contre Cody Fajardo, Keon Julian Grant et la gang à Edmonton. Donc, on se croise dans une semaine.